Merci, professeur Lefebvre, pour cette belle enquête passionnante. Et c'est avec Freud que nous allons poursuivre. En quête de soutien au début de sa carrière, Freud se sent rejeté par les médecins et les psychologues. Et c'est donc vers les écrivains qu'il va se tourner. S'il effectue une approche psychanalytique d'œuvres littéraires, il estime néanmoins que l'écrivain et le poète devancent le psychanalyste. Yves Namur, je vous laisse le soin d'introduire l'orateur suivant. Alors Philippe Lecure, notre confrère, va s'entretenir avec vous au commencement de la psychanalyse de Freud et de la littérature. Alors, un temps assistant du professeur Jacques Scott, il a été chercheur et praticien dans les domaines de la psychologie et de la phénoménologie clinique. Il a ainsi développé une clinique thérapeutique, surtout centrée sur la prise des personnes, des toxicomanes et des schizophrènes. Il a par ailleurs mené au sein de l'université des recherches sur le processus de création en art et en littérature. Il est aujourd'hui professeur émérite de l'Université catholique de Louvain. Poète. Il est l'auteur de nombreux recueils, j'en citerai quelques-uns: Chant du destin, Si je vis, Celui de rien, L'état rebelle, l'éclat noir du désir, le plus fou des hommes, Poème à l'impossible. Il est élu par notre Académie royale de langue et littérature française de Belgique en 2017. Je vous cède la parole. Merci mon cher Yves. Bonjour à toutes et à tous. Mon exposé sera divisé en 3 parties. J'aborderai d'abord quelle est la formation médicale de Freud, quelle a été sa formation médicale. Dans un deuxième temps, l'émergence progressive de la psychanalyse et en quoi, qu'est-ce que c'est que la psychanalyse en quelque sorte à ses débuts. Et dans un troisième temps, plus spécifiquement, la question psychanalyse littérature. Alors voilà, Freud est né à Vienne en 1856. Il obtient son diplôme de médecine en 1881 à l'âge de 25 ans. Et il me faut d'emblée préciser que Freud fut d'abord et avant tout médecin et qu'il le restera toute sa vie. Cette même année 1881, il devient assistant chirurgien auprès de Theodor Billroth à l'hôpital général de Vienne. En 1882, il s'installe comme médecin praticien. L'année 1883 le voit travailler dans le service de psychiatrie de Theodor Meinert à l'hôpital de Vienne, où Freud poursuit des recherches sur la moelle épinière. Il est ensuite affecté au service d'ophtalmologie de mars à mai 1884, c'est bref, puis dans celui de dermatologie. De la fin octobre 1885 à la fin de février 1886, il poursuit sa formation en neurologie auprès de Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière à Paris. En mars 1886, il étudie la pédiatrie à Berlin auprès du pédiatre Alfred Baginski et revient finalement à Vienne en avril, où il travaille à nouveau comme médecin en cabinet privé. Mais il est déjà neurologue. D'ailleurs, 3 après-midi par semaine, il donne des consultations dans le service de neurologie de l'Institut Max Kassovitch. Donc on peut dire, et j'ai vraiment, vous savez, été ici dans les grandes lignes, que Freud, neurologue, le fondateur de la psychanalyse, bénéficiait d'une solide formation médicale. Alors voilà, il se lance dans sa pratique privée, une pratique donc de neurologue, traitant
des personnes souffrant de maladies nerveuses, comme on disait à l'époque. Et dans ce cadre, il en vient à s'intéresser de plus en plus à l'hystérie. Comme traitement, rien d'original. Il a recours à l'hypnose, puis à la suggestion, enfin à la méthode cathartique de son collègue et ami, le docteur Joseph Breuer, avec lequel il publie en 1895 les études sur l'hystérie. Alors, dans ce livre, les études sur l'hystérie, il est expliqué que le but du traitement est de faire revenir à la conscience du ou de la malade les souvenirs traumatiques oubliés, supposés constituer le facteur étiologique de la névrose. J'insiste sur ce point capital. C'est dans le cadre de sa pratique en tant que praticien que Freud va progressivement, dans sa pratique, à lui que va progressivement émerger la véritable découverte freudienne qui est la situation analytique, avec en son cœur le transfert. Freud, en effet, contrairement à ce que l'on entend parfois, Freud n'a pas découvert l'inconscient ni les pulsions. Le terme d'inconscient en français est introduit par Henri-Frédéric Amiel, écrivain suisse et auteur d'un journal monumental. Donc ce terme inconscient apparaît autour de 1860. Et le philosophe prussien Karl Robert Eduard von Hartmann publiera en 1869 son ouvrage fondamental, Philosophie de l'inconscient. Si vous voulez, la notion d'inconscient, l'idée d'inconscient, flottait déjà dans l'air. Et l'inconscient était même nommé un nom. Et certains théorisaient autour de l'inconscient. C'est donc pas du tout propre à Freud. De même, la notion de pulsion, Trieb en allemand, elle est déjà présente chez Hegel, chez Schiller, chez Nietzsche. Et de plus, ce mot Trieb, qui littéralement traduit signifie pousse ou pousser, pousse, hein, eh bien, c'est un terme courant de la langue allemande. Par exemple, au printemps, dans les jardins, on dit il y a des pousses, ce sont des tribes. C'est un terme courant. Et c'est en même temps un concept philosophique. Et donc, ce qui est propre à Freud, si vous voulez, c'est que oui, alors je voulais aussi vous dire, d'où la difficulté, parce que Trieb, Freud le souligne lui-même, est un terme allemand sans équivalent en français. Donc il y a eu des difficultés pour traduire ce terme parmi les premiers traducteurs français de Freud, qui ont commis de graves erreurs en parlant par exemple d'instinct sexuel, d'instinct de vie, d'instinct de mort. Ce n'est pas l'instinct du tout, d'ailleurs ce ne sont pas des instincts, ça vous rentrez longtemps. Et il a fallu chercher un mot, chercher un terme. Pas, au début de la carrière de Lacan, on trouve encore l'instinct. Même Lacan utilise ce terme. Il a fallu chercher pour trouver un mot pulsion, qui est un vieux mot, mais pas en faire l'histoire ici, ancien, qui est plus juste qu'instinct. Donc, quelle est l'originalité de Freud? C'est qu'il va faire de l'inconscient et des pulsions des concepts psychanalytiques au sein d'une théorie générale du psychisme humain. Dans ce cadre, ils permettent de comprendre des aspects du fonctionnement psychique que sans eux, l'on ne saurait pas expliciter. Alors, je vous disais, la véritable découverte freudienne, c'est la situation analytique. Avec la règle fondamentale des libres associations, et cette situation analytique va émerger quand Freud, renonçant à l'hypnose, à la suggestion et même à la méthode cathartique, donne la parole au patient, à la patiente ou au patient, parce qu'il y a notamment une découverte essentielle à l'époque, sur laquelle Freud va insister, c'est que l'hystérie n'est pas une affaire de femme, mais qu'il y a autant d'hommes hystériques.
vous voulez. Bon, enfin, là, il y aurait beaucoup à dire, hein, mais sur l'apport original de la psychanalyse dans la conception de l'hystérie fin 19e, début 20e. Alors voilà, la parole est donnée à la patiente ou au patient au lieu de le questionner sans cesse, hein, comme c'était le cas avec l'hypnose, la suggestion ou même la méthode cathartique. C'est le patient qui sait de quoi il en retourne concernant sa souffrance. Il se produit donc un retournement dialectique qui rompt avec la logique médicale traditionnelle. Le savoir passe du côté du patient. Et le médecin, qui se mue peu à peu en analyste, se met à son écoute à l'enseignement du patient. Ce sont les hystériques qui vont apprendre à Freud ce qu'il en est de l'hystérie, et ce sont les femmes hystériques, du XIXe siècle, qui vont, avec Freud, permettre la création progressive de la psychanalyse. Mais pour cela, il fallait consentir à entendre ce que ces femmes avaient à dire. C'est en 1896 que Freud nommera sa conception théorique Psychoanalyse en allemand, mais dans un article écrit en français cette même année, intitulé L'hérédité et l'étiologie des névroses, apparaît pour la première fois sous sa plume en français le terme de psychanalyse. Ainsi, les patients disposent d'un certain type de savoir sur leur pathologie, et le médecin en tire un autre type de savoir qu'il formalise et conceptualise méthodiquement. Le savoir du malade n'est pas de la même nature, bien entendu, que le savoir du médecin ou de l'analyste, même si le savoir du patient reste premier. Le patient a toujours raison, comme le répète Freud à cette époque. Le savoir du patient est caractérisé par sa singularité unique, celle de sa vie et sa souffrance, alors que le savoir du médecin, devenu théorique, vise une généralisation de la connaissance, éclairant une multitude de cas différents. Mais la découverte essentielle de Freud, c'est que le savoir ne guérit pas. L'on a beau savoir, par exemple, pourquoi l'on boit, ce n'est pas pour cela que l'on va s'arrêter de boire. Autre chose est en jeu, le ressort de la cure réside dans le transfert. Alors, le transfert, c'est, dans la relation à l'analyste, la force pulsionnelle, les forces pulsionnelles dynamiques, qui vont permettre à l'analysant de revivre, de percevoir et de déconstruire, dans le cadre de la cure, une situation infantile refoulée, source de souffrance, de frustration, d'inhibition, etc. Le transfert n'est pas d'abord de l'ordre d'un savoir, il est avant tout une expérience vécue. Pour dire bref, ce qui est thérapeutique, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas la prise de conscience, c'est l'analyse du transfert par l'analysant ou l'analysante. L'analyse du transfert, c'est sa déconstruction et sa liquidation après coup. C'est cela qui va s'avérer thérapeutique. Alors tout ça est mis en place au début de la psychanalyse, assez vite. Hein. Mais alors, quel rapport entre la psychanalyse naissante, puisque moi je me limite à la psychanalyse naissante et à Freud, et la littérature? Eh bien, tout d'abord, il est intéressant de remarquer que dès la publication des études sur l'hystérie, Freud constate que ces histoires de cas ressemblent davantage à des romans, il le dit, à des romans, qu'à des écrits en style scientifique. Par ailleurs, c'est sous l'influence de ces lectures d'Oedipe Roi de Sophocle et d'Hamlet de Shakespeare que Freud évoquera pour la première fois dans une lettre à Fliess du 15 octobre 1897
le fameux complexe d'Oedipe. De plus, la situation psychanalytique, comme la littérature, redonne tout son poids à la valeur de la parole et au pouvoir transformateur de celle-ci. Après tout, il se peut qu'un livre change une vie. Ajoutons à cela des données, disons, sociologiques. Freud se retrouve à l'époque marginalisé par rapport à la médecine, il est rejeté par les médecins et il est rejeté par la psychologie universitaire. Et il recherche des alliés. Et où les trouve-t-il? Auprès des écrivains et des hommes de lettres. Ainsi, prenez un des premiers écrits freudiens dans lequel Freud écrit à propos de la création littéraire. Ça s'appelle, c'est un petit texte, L'écrivain et l'activité de fantasmer. Ça paraît en 1908, vous savez où? Dans la Neue Revue, c'est-à-dire la Nouvelle Revue, une revue littéraire qui venait de se créer à Berlin, après avoir fait l'objet d'une conférence l'année précédente, vous savez où? Chez un éditeur viennois, Hugo Heller, et devant un public d'écrivains. Mais surtout, Freud fut toujours habité par le rêve de devenir lui-même écrivain, ainsi que le montre Walter Muschke dans son étude Freud écrivain, écrite en 1930, l'année même où Freud se vit honoré par un prestigieux prix, le prix Goethe de littérature, distinction qui reconnaît en lui un authentique écrivain, ayant contribué à la révélation du génie de la langue allemande. Dans son livre « Délire et rêve dans la Gradiva de Jensen », paru en 1908, Freud affirme que l'écrivain précède le psychanalyste sur le plan de la connaissance de l'âme humaine. Je cite Freud. Mais les poètes et romanciers sont de précieux alliés, et leur témoignage doit être estimé très haut, car ils connaissent entre ciel et terre bien des choses que notre sagesse scolaire ne saurait encore rêver. Ils sont dans la connaissance de l'âme, nos maîtres à nous, hommes ordinaires, car ils s'abreuvent à des sources que nous n'avons pas encore rendues accessibles à la science. Freud prend très au sérieux la littérature. À ses yeux, celle-ci constitue une méthode de connaissance valable de la psychologie des profondeurs. Elle révèle des vérités humaines profondément enfouies, échappant à la conscience et à la raison. L'écrivain connaît intuitivement les lois de l'inconscient, une connaissance intuitive, et il les met en forme. Il met en forme cette connaissance esthétiquement. C'est Freud qui parle, hein, je le paraphrase, esthétiquement, là où l'analyste les formule théoriquement à l'aide de concepts heuristiques. La littérature est pour Freud un éminent révélateur de la condition humaine et de ses avatars. Elle a à voir avec la question de la vérité humaine. Aussi, l'écrivain digne de ce nom n'écrit pas de manière fantaisiste ou arbitraire, ni à partir de son imagination toute subjective, mais selon sa connaissance des profondeurs de la psyché. Pour la psychanalyse naissante, la littérature engage, comme je vous le disais, un certain rapport à la vérité. Elle fournit une contribution éminente à la connaissance de l'homme et de ses abîmes. Elle n'est donc pas, la littérature, un divertissement, mais donne lieu à une rencontre affective avec le livre, avec l'œuvre, pour une meilleure connaissance de soi. Et la littérature va faire don à la psychanalyse de ses limites propres, des limites de la psychanalyse. Car, comme le soulignait Freud au début de son livre consacré à Léonard de Vinci, un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, Freud, avec humilité, déclare
la psychanalyse dépose les armes devant la question du génie artistique. L'affinité élective entre psychanalyse et littérature a existé dès le début de l'aventure psychanalytique et elle se maintient jusqu'à aujourd'hui. Alors, en forçant un peu le trait, on pourrait dire qu'au départ, si vous voulez, Freud fait une espèce de psychanalyse appliquée à la littérature. Par exemple, dans son étude sur la Gradiva Jensen, il utilise une grille de lecture psychanalytique pour démontrer que le roman confirme les théories psychanalytiques. Vous lisez, il cherche des alliés. Alors bon, voilà, il met ses lunettes de psychanalyste, il dit, mais le romancier, mes théories sont valables, puisque le romancier, Jensen en l'occurrence, à travers son roman, et notamment la manière dont Jensen imagine les rêves du héros, voilà, c'est la preuve que les théories sont valides. Alors il écrit à Jensen et il dit, écoutez, c'est extraordinaire, vous savez, votre roman confirme les théories psychanalytiques. Jensen répond à Freud, je ne m'intéresse pas à la psychanalyse, je n'ai jamais lu la psychanalyse et je ne veux pas en entendre parler. Hein, bon, voilà. Donc, si vous voulez, il fait de la psychanalyse appliquée. Hein, mais, alors, ce n'est jamais très intéressant et j'ai toujours réprouvé cette démarche. Elle pose d'énormes problèmes épistémologiques. La psychanalyse appliquée, même pas ça. Mais heureusement, Freud va modifier son angle d'approche, va opérer un renversement, et la question freudienne va devenir celle-ci, beaucoup plus intéressante. Qu'est-ce que ce roman, qu'est-ce que cette œuvre d'art enseigne à la psychanalyse? Le roman ou la peinture, ou au cinéma, enfin, peu importe. Hein. Et donc, il faut se mettre à l'école des artistes. L'analyste doit se mettre à l'école des artistes. Revenons, pour conclure, à l'écrit freudien de 1908, l'écrivain et l'activité de fantasmer. Il y a là un véritable coup de génie de la part de Freud. Ce qu'il pointe dans son texte pourrait s'intituler ainsi, se formuler ainsi, c'est l'enfant en nous qui est créateur. C'est l'enfant en nous qui est créateur. Bon, alors vous me direz, mon Dieu, c'est banal, tout le monde sait ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui une assertion, mon Dieu, qui n'est pas du tout originale. Attendez, il faudrait d'abord comprendre ce que Freud dit par l'enfant en nous. Et ensuite, à l'époque, en 1908, c'était tout à fait inouï, vous savez. Et pourtant, Baudelaire, bien avant Freud, vous voyez, les poètes devancent, et les écrivains devancent les psychanalystes. Baudelaire a écrit dans l'un de ses journaux intimes cette formule merveilleuse: le génie n'est rien d'autre que l'enfance nettement formulée. Ben, évidemment, tout est dans le nettement formulé. Ce n'est pas de l'infantilisme, hein, c'est l'enfance transfigurée. Hein. Oui, le moteur de l'œuvre est un désir émanant de l'enfance, plus exactement Freud. Alors Freud ne parle pas de désir, ce n'est pas une notion freudienne. Hein, il parle du Wunsch, le souhait, le vœu inconscient. Un vœu inconscient jamais comblé, toujours en manque, et qui cherche à se dire. L'enfance pour le psychanalyste, pour la psychanalyse, n'est pas seulement une phase du développement, mais une dimension constitutive de la structure de l'être humain qui persiste quel que soit notre âge. À 93 ans, l'enfant est encore là et peut même parfois revenir à la surface. Il ne faut pas confondre avec l'infantile. Si nous bâillonnons cet enfant, nous ne savons plus être créateurs en art, au service de la pulsion de vie, nous ne savons plus aimer peut-être même. L'œuvre sert de révélateur au désir et à sa quête sans fin, et la fonction de l'œuvre n'est pas de combler ce désir par l'imaginaire comme le ferait un symptôme, mais de tenter de le dire, c'est-à-dire de dire ses failles, ses bribes et ses morceaux via la symbolique du langage. Voilà. Merci pour votre écoute.